Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité physique chimie. Donc dans cette vidéo, pour conclure le chapitre sur mouvement d'un corps au sein d'un champ uniforme, je vous propose un exercice bac qui est tombé l'année dernière d'ailleurs, à ce sujet, donc concernant la physique du jonglage. Alors c'est un sujet, il faut bien lire, il faut être attentif à ce qu'il demande et tout, parce que vous allez voir que c'est un sujet, c'est pas évident au départ, ok? Bravo. Donc il faut le refaire plusieurs fois, et en le refaisant plusieurs fois, normalement vous allez y arriver. Alors, du coup, c'est parti mon kiki. Donc, on va démarrer cet exo. Je vous laisse l'énoncer tranquillement et puis voir ce qu'il vous demande tranquillement. Nous, on va démarrer directement avec la première question. Dans la première question, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande tout simplement de décrire le mouvement de la balle durant la phase 1. Ok? Donc, durant la phase 1, vous allez tout simplement vous aider du graphique, en fait, tout simplement, pour des graphiques D1 et 2B, ok? Afin de déduire le mouvement. Et donc, d'après la figure, d'abord sur les graphiques 2A, ok? Qu'est-ce que vous pouvez constater? Le graphique 2A, normalement, il vous décrit tout simplement l'évolution de la position au cours du temps, ok? Et donc, qu'est-ce que vous pouvez constater concernant l'évolution de la position au cours du temps? En fait, l'ensemble des points qui sont sur le graphe, ils sont, quand on les roule ensemble, ça forme une parabole. Donc déjà, ça vous permet de conclure d'une part que selon l'axe Y, le mouvement est parabolique, ou trajectoire parabolique. Dans le second temps, si je regarde le graphique 2B, graphique 2B, si vous observez bien, tout simplement, durant la phase 1, on voit que la vitesse diminue, ok? Et ce, de manière un peu proportionnelle, ok? Ou de manière affine, en tout cas. Donc, ainsi, en conclusion, si vous regardez, en combinant les deux graphiques, graphique 1, graphique 2A et graphique 2B, vous pouvez conclure que le mouvement, non seulement il est parabolique, et décéléré, ok? Donc, on va noter ça. Voilà. Donc ça, c'est les éléments de réponse par la question 1. Alors oui, petite parenthèse, parce qu'on n'a jamais fait vraiment des exos type bac, enfin des exos provenant de sujet bac sur cette chaîne. Donc petite parenthèse que je m'aimerais préciser. Très souvent, dans les sujets bac, les premières questions en physique-chimie, c'est pas des questions difficiles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des questions, soit vous cherchez l'information dans le document, soit vous allez chercher l'information dans le cours, parce que vous avez appris un cours, logiquement sur le sujet. Donc du coup, très souvent, les premières questions, il faut bien les faire. Parce que, en fait, ce qui se passe au bac, c'est que, donc vous avez un certain nombre de questions, les premières questions les plus simples, et après, plus on avance dans le sujet, plus les questions se durcissent logiquement. Et jusqu'à arriver au-delà de la question, c'est vraiment difficile. Donc en général, ce qui est fait pour rehausser un peu vos moyennes, c'est que les questions qui sont très difficiles, on diminue tout simplement le poids de la note, ok, et on rehausse ce poids des notes des questions faciles. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut bien faire les premières questions. Comme ça, vous grattez le maximum de points, ok. Parce que du coup, un petit détail qui auparavant n'aurait presque pas compté, si la question ne valait que 0,25 points par exemple, lorsque ça va être rehaussé, lorsque la question va valoir 0,5 voire 1 point, du coup, ce petit détail va compter un peu plus, ok. Donc faites-le bien. Voilà. Donc ça, c'était un petit parenthèse que je vais vous dire, ok. Donc pour ça, dans un exotype bac en physique chimie, toujours les premières questions, ne vous embêtez pas. Soit l'information c'est dans le document, soit c'est vous qui l'avez, ok. C'est vous qui l'avez dans le compte. Deuxième question. Donc là, ce coup-ci, il s'agit de montrer durant la deuxième phase, le rôle de la main. Ok. Donc qu'est-ce que la main concrètement va pouvoir avoir comme rôle? Alors durant la deuxième phase, si on regarde d'abord sur le graphe 2A, on constate que l'attitude de la balle va diminuer, ok, mais diminue beaucoup moins fortement. C'est-à-dire que là, autant sur la première phase, on avait une diminution d'à peu près plus de 40 cm, plus de 80 cm d'attitude. Là, durant la deuxième phase, on va passer de 0 à moins 40 cm. Donc, du coup, ça fait une diminution de 40 cm. Ok. Et ça va diminuer jusqu'à moins 0,40 m. Puis ensuite, elle va remonter jusqu'à 0 m. Ainsi, donc, le rôle de la balle, dans le premier temps, ce que l'on peut en conclure, c'est que le rôle de la balle, ça permettra de diminuer la diminution de l'attitude. Donc, ça va permettre tout simplement d'accompagner la balle à sa chute et de pouvoir la remonter. Ok. Donc, du coup, voilà une interprétation assez simple que j'essaie de vous faire. Donc, c'est vrai que c'est pas une question évidente, là, je vous avoue. Même moi, quand j'ai vu ça le premier jour où ils ont sorti le sujet, je suis un peu là en mode, c'est un peu chelou cette question, mais c'est pas grave. Donc, si vous regardez le graphique 2A, on constate qu'on a une diminution de l'altitude de 0 jusqu'à moins 40 mètres. Enfin, moins 0,40 mètres. Puis ensuite, la balle va remonter jusqu'à 0 mètres, ok? Bien évidemment, cette diminution étant beaucoup moins élevée que celle observée durant la première phase, ok? Où on passe d'une altitude maximale de 80 cm à 0 mètre. Donc du coup,
Or, bah, vous savez, durant le début de la deuxième phase, en fait, c'est la main qui va réceptionner la balle, d'après ce que nous dit l'énoncé. Donc, conclusion, la main permet d'accompagner la chute de la balle, mais sans qu'elle soit trop basse, et puis permet de la remonter. Alors, donc ça, c'est les deux premières questions. Maintenant, on passe à la troisième question. Donc, troisième question, bah, il s'agit de montrer, donc ça, c'est pas une question évidente, vous voyez. Il s'agit de montrer que tout simplement la composante Bx de la vitesse, elle est constante, ok. C'est pas une question facile, je vais pas vous mentir. Mais on va essayer de la traiter quand même, au mieux possible, ok. Donc, du coup, là, pareil, normalement dans l'énoncé, on vous a précisé que tout simplement, dans cette étude, le mouvement de la balle, on va considérer qu'il est en chute libre, ok. Donc, qui dit objet en chute libre, qui dit, on va faire un petit rappel là-dessus, qui dit la somme des forces qui s'applique, c'est seulement le poids, ok. Ça, là, vous avez dû voir ça en seconde. Et donc, du coup, ainsi, la somme des forces extérieures, c'est égal au poids. Car la balle est en chute, libre, ok. Comme la balle est en chute libre, le poids, c'est la seule force extérieure qui va s'appliquer à notre objet. Et donc, somme des forces extérieures égale poids. D'après la seconde Newton, la somme des forces extérieures, c'est masse par accélération du système. Et d'après le cours de troisième ou de seconde, le poids d'un système, c'est masse fois intensité pesanteur. Si je veux l'accélération, du coup, je trouve que c'est l'intensité pesanteur, tout simplement, en divisant de part et d'autre par la masse. Et ainsi, en projetant sur un axe, ou dans un repère, ok. Donc, dans un repère, ici, OXY. On a donc la chose suivante. Donc, on peut en déduire les coordonnées du vecteur accélération. Donc, ici, les coordonnées du vecteur accélération, on va le faire, comme on a dit, on travaille dans un repère OXY, donc avec deux axes, du coup, en deux dimensions. Donc là, l'accélération sur X de mon système, elle vaut 0, hein, parce que tout simplement, on a dit que l'accélération est égale à l'intensité pesanteur. Ok. Et or, l'intensité pesanteur, comme P est égal à M fois G, M étant positif, donc P et G sont collinéaires et de même sens. Ce qui veut dire que le poids est vertical vers le bas, donc G est automatiquement vertical vers le bas. Ok, bravo. Et donc G, ou bien l'accélération, ils sont verticaux, ils ont une direction verticale. Et donc, comme ils ont une direction verticale, automatiquement, sur X, c'est rien, c'est nul. Selon Y, par contre, l'accélération sur Y, et là, il faut faire bien attention à l'orientation ici de notre repère. Donc là, on prend le repère, bien évidemment, qui est destiné sur la photographie. Le repère, il va vers le haut. Et j'ai dit qu'il allait vers le bas, ok, verticalement. Donc, en fait, l'accélération du système selon Y, c'est moins G. Voilà. Ça, c'est quand... Alors, ça, pareil. J'insiste un petit peu là-dessus. Accélération verticale, c'est moins G. Mais, si je veux la norme de l'accélération, je dis que l'accélération du système, c'est racine carrée de l'accélération sur X au carré, plus l'accélération sur Y au carré. Et donc, ça fait que l'accélération de mon système, c'est égal à 0 carré plus moins G au carré. Ça fait donc racine carrée de moins G au carré, ce qui fait G. Voilà. Donc ça, c'est quand vous voulez calculer la norme, et ça, c'est en coordonnées. Donc une coordonnée peut être négative. Par contre, au niveau de la norme c'est positif. Okay. Bon, là, c'était pas demander les histoires de normes, c'était juste pour vous montrer qu'il faut bien faire la différence entre coordonnées et normes. Ok, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la différence. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les coordonnées du vecteur accélération, puisque or, là, vous rappliquez chapitre 1 de mécanique, or, par définition, vous savez que accélération du système, c'est dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, vous en déduisez que les coordonnées du vecteur vitesse, c'est égal à quoi? Selon x, la vitesse sur x est égale à une constante 1. La vitesse sur y, c'est quoi? C'est moins g fois t plus une constante 2. Pour déterminer ces constantes qui sont homogènes à des vitesses, comme je l'ai dit, on va donc se placer dans un repère. Et on va faire la trigonométrie ici. Ok. Donc, on va se placer dans un repère. Donc, on va dire AT égale 0. On a la chose suivante. Donc, en se plaçant dans un repère, donc on aura cosinus d'une part de l'angle alpha qui est égal, donc là, ce sera le côté adjacent. Donc ici, Vx divisé par V0. Donc du coup, ici,
on en déduira que Vx, c'est V0 cos alpha. Bon, là, donc on arrive là. Ça, c'est pour Vx. Or, alpha, il vaut 0. Ok, l'angle alpha, il vaut 0. Donc, et comme on est en chute libre, en fait, l'angle ne va pas changer. Donc, du coup, on aura Vx égale V0. Ok. Et ça, car, tout simplement, donc on va mettre ça. Pour passer de là à là, on va l'utiliser comme ça. Car cos 0, et ben ça fait 1. Donc, car alpha vaut 0. Cos 0, ça fait 1. Et donc, on a Vx égale V0. Bon, on va faire de même pour Vy. Donc là, Vy, je pense que vous avez l'habitude. Vous dites cette fois-ci, c'est sinus alpha qui est égal, donc, le côté opposé, donc Vy sur V0. Donc, si vous voulez Vy, vous dites c'est sinus alpha fois V0. Ainsi, on va l'écrire un peu proprement. On dira que les coordonnées du vecteur vitesse selon x, c'est tout simplement égal à V, c'est donc égal à V0 cos alpha. Ce qui est aussi égal du coup à V0 selon x. Ok, ou V0 tout simplement. Donc, selon y, on dira que c'est égal à moins g fois t plus constante numéro 2. Donc la constante, c'est ça, c'est V0 sin alpha. Donc, du coup, on a bien la chose suivante. On a bien la coordonnée x de la vitesse qui est égale à V0x. Donc, qui est égale à une constante. Ok. Bon, alors, question numéro 4. Ça, c'est une question, en réalité, j'aurais pu la donner en première aussi, parce qu'elle marcherait bien, cette question. C'est le genre de question qu'il faut bien maîtriser déjà en première. C'est tout simplement, à l'aide d'un raisonnement énergétique, on nous demande d'exprimer l'énergie mécanique de notre système en fonction de V0, en fonction tout simplement de la masse. Et voilà, c'est tout. Donc, V0x, V0y, en l'occurrence. Alors, du coup, on y va. Donc, question 4. Par définition, vous savez que l'énergie mécanique d'un système, c'est la somme de deux énergies. Vous savez, c'est la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle de pesanteur. Ça, c'est par définition. Donc, du coup, ça, c'est ce que vous pouvez avoir d'une part. Or, vous savez que tout simplement, l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse du système fois la vitesse de ce système au carré. Or, la vitesse d'un système, du coup, ici, en se plaçant dans un repère, et on va pouvoir la déterminer selon deux composantes, selon une composante x et selon une composante y. Donc ainsi, il vient que nous avons 1/2 fois la masse du système fois la vitesse du système au carré. Donc c'est-à-dire fois du coup V0x carré plus V0y carré. Alors pourquoi on arrive là? Ça pareil, c'est une petite manip mathématique qu'il faut, ça vient du manip mathématique. C'est parce que vous savez que vitesse de votre système, c'est racine carrée de la vitesse sur x plus vitesse sur x au carré plus vitesse sur y au carré. Donc si vous avez tout ça au carré, du coup vous aurez v carré qui est égal racine carrée de vx au carré plus vy au carré, le tout au carré. Ok. Et donc on a v au carré qui est égal vx carré plus vy carré. Parce qu'en fait vous aurez racine carrée, donc là c'est deux opérations inverses, ça va sauter la racine. D'où pourquoi on arrive là. Bon, ça c'est pour l'énergie cinétique. Énergie potentielle. Donc énergie potentielle de pesanteur, ça on sait que par définition c'est m fois g fois grand H, ok, fois la hauteur du système, donc fois y0. Or, at égale 0, y0, la hauteur elle vaut 0, donc du coup, le produit de m fois g fois y0, il vaut 0, donc ce qui veut dire énergie potentielle de pesanteur est nulle, donc ce qui veut dire que l'énergie mécanique du système at égale 0, c'est égal à l'énergie cinétique à 100 égale 0. Donc, énergie mécanique at égale 0 est égal à 1/2 fois la masse du système fois donc la vitesse de ce système au carré. Donc fois V0x carré plus V0y carré. Ok, voilà. Bon, question 5. Donc là, encore de la bidouille. Aller dans le raisonnement énergétique,
Donc, on demande de montrer que l'altitude maximale de notre système, grand H, c'est égal donc une relation bizarre, c'est-à-dire donc V0Y au carré plus divisé par 2 fois G. Ok. Donc, du coup, on va tout simplement raisonner énergétiquement ici, bien évidemment. Et donc, pour y arriver, eh ben, on va tout simplement dire que d'une part, ça c'est l'énoncé qui nous dit, on sait que le système est en chute libre. Qui dit chute libre, qui dit bah, la seule force qui s'applique c'est le poids. Qui dit la seule force qui s'applique c'est le poids, bah, qui dit pas de frottement. Qui dit pas de frottement, qui dit donc énergie mécanique qui se conserve. Donc on sait que le système est en chute libre. Donc les frottements. Donc je vais noter petit f comme ça. Pour frottement, parler un peu plus vite. Donc les frottements sont négligeables. En tout cas, ils sont pas pris en compte ici. Donc du coup, ça signifie que l'énergie mécanique se conserve. Ce qui signifie ainsi. Vous avez donc énergie mécanique, donc d'arriver au point de départ, qui est égal énergie mécanique au point A. Ok, donc au point d'altitude maximale. Ainsi, bon, là je vais aller un peu plus vite. Énergie mécanique en haut, bah, du coup on a dit que c'était énergie cinétique en haut, car du coup, eh ben, l'énergie potentielle en haut est nulle. Une énergie mécanique en A, ça c'est l'énergie quand on est à altitude maximum. Donc du coup, c'est d'une part énergie cinétique en A, plus énergie potentielle de pesanteur en A. Bon, on va un petit peu développer. On va dire, donc on a 1,5 fois M fois V, donc V0Y au carré plus V0, tout simplement X au carré, qui est égal à l'énergie cinétique en A, donc c'est-à-dire 1,5 fois la chose suivante, donc fois une vitesse. Donc ici, ce sera la vitesse selon Y au carré, plus vitesse selon X au carré, plus énergie potentielle de pesanteur en A. Ok, donc c'est-à-dire 1,5 fois M fois G fois grand H. Ok, alors, on va essayer de raisonner un petit peu. Bon, alors, maintenant, il va falloir un petit peu analyser notre énoncé. D'une part, si je regarde un peu mon énoncé, je sais que là où l'altitude est maximale, d'après mon graphique, et ben, j'ai une vitesse donc qui est nulle. Okay. Donc déjà, la V0Y, ça vaut 0. Donc ça fait 1,5 M fois V carré Y, Vx, Vox au carré, fois, qui est égal donc 1,5 fois la vitesse sur X au carré. Donc V carré X au carré. Alors oui, parce que du coup, V0Y est nul quand l'altitude est maximale, d'après mon graphique. Donc c'est pour ça que là, V0Y au carré, bah, c'est constante est nulle. Donc fois, et après, donc vous ajoutez 1,5 fois G fois grand H. Donc ça, vous précisez car V0Y égale 0 quand H est max. Bon, là, je développe un peu le membre de gauche, comme ça, on va voir tout de suite qu'on peut simplifier. Donc, ça fait 1,5 M fois V0Y au carré plus 1,5 fois M fois V0X au carré qui est égal à 1,5 fois M fois V0X au carré plus 1,5 fois... non, il n'y a pas de 1,5, attention. Plus M fois G fois grand H. Ok, parce que par définition, c'est l'énergie de potentiel de pesanteur. Et donc, c'est M fois G fois grand H. Bon. Et donc, il n'y a pas d'enjeu. Là, on regarde un petit peu. Bon, 1,5 fois M fois V0Y au carré. Bah là, c'est bon. Je vais le laisser. Par contre, 1,5 fois M fois V0X au carré. Bah, je vois que j'ai exactement la même quantité aux deux membres. Et en plus, comme la vitesse en X, elle ne varie pas, on l'a dit. Et bah, dans ce cas, ces deux quantités sont parfaitement égales. Parce qu'après, bah, je multiplie par masse, je multiplie par 1,5, c'est la même chose. Donc ainsi, j'aurai 1,5 fois M fois V 0Y au carré qui est égal à M fois G fois grand H. On va encore un petit peu simplifier. Bon, là, je fais un peu vite. Pareil, en maths, vous avez plus l'habitude quand vous les simplifiez de, comment dire, de factoriser. Nous, là, en physique, on va un peu vite. C'est sous-entendu, en fait, qu'on factorise dans le tête. Là, vous avez M sur le membre de gauche. Sur le membre de droite, vous avez M aussi.
Donc on peut simplifier par M sur les deux membres. Et ainsi, donc il me reste quoi? Il me reste donc 1 demi fois V carré Y qui est égal donc G fois grand H. Bon, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc moi, je veux quoi? Je veux grand H. Je dis grand H, c'est quoi? C'est donc 1 demi fois V0Y au carré. Et là, comme je multiplie par G, ça me dérange, ben, je vais diviser par G. Donc diviser par G, comme ceci. Alors, on peut mieux écrire ceci. Donc ça fait grand H égale V0Y au carré divisé par 2G. Voilà, donc c'est exactement la formule qu'il fallait retrouver. Voilà. Donc du coup, la sixième question, il faut retrouver cette attitude maximale. Donc pour la retrouver, cette attitude maximale, on va servir dans un premier temps de la formule déterminée. Donc on y va. Donc sixième question, on cherche grand H. Donc comment est-ce que nous avons? Donc il faut d'abord une vitesse de départ. Donc V0, Y, d'après mon graphique, je vois c'est 4,0 mètres par seconde. Ok. Ensuite, donc il me faut G. Donc là, G, il n'y a pas de souci, je le connais, c'est 9,81 mètres par seconde au carré. Or, donc ça c'est d'après graphique. Hein. Donc, ainsi, grand H, je sais que c'est V0 Y au carré divisé par 2 fois G. Donc grand H égale 4,00 au carré divisé par 2 fois 9,81. J'ai 3 chiffres significatifs pour mes deux mesures. Donc le résultat final, j'arrondis à 3 chiffres significatifs. Et quand vous effectuez le calcul, il se trouve que vous trouvez 8,15 10 puissance moins 1 mètre. Donc cette valeur-là, c'est une valeur qui correspond, une valeur en accord avec le graphique. Donc ça, c'est en accord avec le graphique 1. Ok, avec le graphique 2A. Bon, alors, maintenant, pour question 7, alors c'est un peu particulier ici, parce que c'est pas le genre de question qu'on a trop l'habitude de traiter, mais on va traiter quand même. Donc le but est de retrouver l'équation de Vy de t, ok? Donc en servant du graphique numéro 2 en particulier, durant la première phase. Alors durant la première phase, on y va. On constate quoi? Vy de t, bah, c'est une droite. Donc, ça veut dire que automatiquement j'ai une droite. Donc ça veut dire que l'équation de ma droite, on va pouvoir l'écrire sous cette forme-là. Donc ça va être de la forme a fois un nombre fois la variable, donc a fois t, plus une constante éventuellement. Ok, alors elle peut valoir 0, elle peut être différente de 0. Bon là, comme elle passe pas par l'origine, ma droite, en l'occurrence, cette constante est différente de 0. Donc, or, at égale 0, on a Vy égale 4,00 mètres par seconde. Donc, on en déduit que B, c'est égal 4,00. Puis, dans le second temps, bah, se servir de 2 points sur la droite. Donc là, vous les choisissez arbitrairement, ces 2 points. Donc, on prend A de coordonnées à la chose suivante. Vous prenez A de coordonnées, par exemple, 4,00. Et B de coordonnées, ici, c'était 0,40, 0. Donc, 2 points de la droite. Et donc, quand vous allez prendre ces 2 points de la droite, vous allez donc pouvoir déterminer la valeur du coefficient directeur petit a. On a donc petit a égale différence des ordonnées. Vous prenez par exemple YB moins YA divisé par la différence des abscisses, donc XB moins XA. Bon, ça c'est en mathématiques, vous l'écrivez comme ça. Nous, on va s'adapter aux notations physiques. Donc, la grandeur portée en ordonnée, bah, c'est quoi? C'est tout simplement une vitesse. Donc, vous prenez la vitesse en B, la vitesse verticale en B, moins la vitesse verticale en A, divisé par la grandeur portée en abscisse. Donc, c'est le temps en B moins le temps A. Voilà. Ça, c'est un peu plus propre. C'est mieux d'écrire comme ça. Puis après, vous effectuez vos calculs proprement. Donc là, la vitesse en B, du coup, c'est l'ordonnée de B. Donc, c'est tout simplement 0 moins l'ordonnée de A, 4,00, divisé par le temps en B, donc 0,40, moins le temps en A, donc ici 0. Ce qui fait donc moins 4 divisé par 0,40, c'est-à-dire moins 10. Ok, directement.
Voilà. Donc ça, c'est la valeur du coefficient directeur. Donc je peux dire que VY de T, c'est le coefficient directeur moins 10 fois T plus ordonnée à l'origine, donc plus 4,00. Voilà, ça c'est la valeur de, enfin c'est l'équation de Y de T. Bon, ensuite, l'étape suivante, c'est retrouver la valeur de G. Ok. Donc là, on va faire une petite identification. Donc on y va. Donc question 8. Donc là, on dit d'après 7, on a VY de T égale moins 10T plus tout simplement 4,00. Or, d'après 3, on a vu que VY de T, c'est moins GT plus V0 cos sin alpha. Donc, par identification, bah, vous trouvez facilement la valeur de G. Ok. Vous avez donc la chose suivante. Vous avez donc moins G égale moins 10. Après, vous avez T. Et après, donc, vous avez une constante à côté. Bah, ça, c'est tous les termes de droite. Donc, ainsi, par identification, on a donc moins G égale moins 10. Donc, mètres par seconde au carré. Donc, G égale 10 mètres par seconde, tout simplement, au carré. Donc, cette valeur-là, on peut faire un calcul d'écart, si vous voulez. Vous pouvez faire un calcul d'écart relatif pour voir de combien elle est éloignée. Vous verrez, vous allez trouver autour de 20%, même pas 20%, vous allez trouver 10%. Il me semble de mémoire, on trouve 0,2% à peu près. Donc ça, on trouve 2%, pardon. Donc c'est relativement faible. Donc ça, c'est une valeur qui reste très proche de l'arrêté. Donc là, si vous voulez faire le calcul d'écart, bah, vous prenez la valeur de G que vous trouvez par expérience, donc ici il est 10, moins la valeur de G théorique, 9,81, divisé par 9,81 fois 100. Et donc normalement vous allez trouver autour de 2%. Ok, bon, là, je ne vais pas le faire, mais voilà, si vous voulez être rigoureux, vous le faites comme ça. Alors, du coup, question 9, il s'agit donc de déterminer tout simplement, non pas l'équation réelle du mouvement, mais il s'agit de déterminer la valeur de Y de T. Ok, donc du coup, et ben là, ça revient à déterminer les coordonnées du vecteur position. Donc, vous dites par définition, bah, OM, coordonnées du, enfin, plutôt, on va le faire mieux. La vitesse, c'est dérivée de la position par rapport au temps. Donc, vous en déduisez que OM, c'est une primitive de V. Donc, OM, c'est quoi? C'est son X, c'est V0, c'est V0X fois T, plus constante numéro 3. Et selon Y, donc c'est moins 1,5 fois G fois T carré, plus V0 sin alpha plus constante 4. Donc les constantes étant ici homogènes à des positions. Donc or at égale 0, on part d'un point, donc qui est l'origine de coordonnées 0, 0. Donc j'en déduis. Donc on a donc OM qui est égal à la chose suivante. Donc son X c'est V0X fois T et son Y c'est moins 1,5 GT carré plus V0 sin alpha. Ok. Maintenant, question numéro 10. Donc, question numéro 10. Il s'agit de déterminer TR. Ok. Et donc, montrer que TR, c'est racine carrée de 8h sur petit g. Donc, TR, bah, c'est quoi? Donc là, on va tout simplement interpréter l'énoncé. Donc, par définition, TR, bah, c'est la durée pour laquelle, en fait, TR, ça équivaut donc à la durée pour laquelle, ou donc, c'est la durée pour laquelle, tout simplement, vous avez une altitude qui est égale à 0. Ok. Donc, pour laquelle, on a Y de T égale 0. Donc, du coup, ainsi, on aura la chose suivante. Ainsi, je remplace T par TR, bah, j'aurai Y de TR égale 0. Ainsi, donc, ceci équivaut à dire que j'ai moins 1,5 G fois TR, enfin T carré R, plus V0 Y plus fois TR. Là, ici, je factorise par TR. Ok. Donc, ça me fait quoi? Ça fait TR
facteur de tout ce qui me reste, tout bêtement. Donc, moins 1 demi G fois TR plus V0 Y. Ok, donc on arrive là. Et tout ça toujours égal à 0. Tiens, sa puissance. Donc, du coup, on continue la factorisation. Donc, on a cette étape-là. Bon, vous avez un produit de facteurs qui est nul maintenant à présent. C'est-à-dire l'un des deux facteurs est nul. Donc, TR il vaut 0 ou bien moins 1 demi G fois TR plus V0 Y égale 0. Là, pareil, bon, ici, on va pas retrouver grand H. Okay. On va pas retrouver TR avec un grand H. Là, par contre, si vous regardez bien, vous levez les yeux, vous avez là, essayé bidouiller sur le membre de droite. Ok. Donc là, la TR égale 0. Ou bien, donc ici, vous pouvez dire que vous avez 1 demi G fois TR qui est égal, donc ici, à la chose suivante, à V0Y. Ah, maintenant, on arrive à des choses intéressantes. Ici, vous pouvez ici bidouiller pour retrouver la valeur de V0Y à partir de la question 2. Ok. Donc, à partir de la question 5, pardon. Or, d'après 5, on a vu que grand H, c'est tout simplement V0Y au carré divisé par 2 fois G. Ok. Donc, si je veux V0Y, dans un premier temps, je vais isoler. Donc, je dis que j'ai V0Y au carré qui est égal grand H fois 2G. Moi, je veux V0Y tout court. Donc, V0Y, c'est racine carrée de grand H fois 2G. Ok. Donc, désormais, dès que je vois V0Y, je remplace par racine carrée grand H fois 2G. Donc, on a la chose suivante. Bon, là, je ne vais pas le copier. On a soit TR. Bon, finalement, je vais copier quand même. On a TR égale 0. Ou bien 1 demi G fois TR égale la chose suivante. Donc, V0Y, c'est-à-dire racine carrée de H fois 2 fois G. Ça équivaut à TR égale 0. Ou bien la chose suivante. Moi, je veux TR ou bien TR égale. Donc, ici, H, racine carrée de H fois 2G, divisé par G, et divisé par 2, tout simplement. Enfin, alors, attention, multiplié par 2 ici. Parce qu'en fait, vous divisez par 1 demi. Donc, vous avez, pour faire sauter cette division par 1 demi, vous allez multiplier par inverse, donc par 2. Bon, simplifie un petit peu. Ça fait donc TR égale 0, ou bien TR égale, donc là, je vais la suivre dans la simplification. Donc là, 2, c'est comme racine de 2 au carré, fois grand H, fois tout simplement, fois grand H fois 2, fois racine carrée de G, divisé par tout simplement G. Là, on va encore un peu simplifier. Ça fait TR égale 0, ou bien TR égale quoi? Donc là, vous avez racine de G, G. G, c'est comme racine carrée de G au carré. Donc, vous regroupez les deux termes, les deux facteurs ensemble. Et si vous simplifiez, et ben vous allez donc avoir. Là, on va regrouper ça avec ça, déjà dans la même racine. Donc, ça fait 2 au carré. Racine carrée de 2 au carré, ça fait 4 fois 2, 8. Donc, ça fait racine carrée de 8H divisé par racine de G sur G au carré, sur racine de G au carré. Donc, ça fait tout simplement racine de G. On y est presque. Ça fait TR égale 0 ou TR égale, vous avez racine de A sur racine de B, c'est racine carrée de A sur B. Donc, ça fait racine carrée de 8H sur G. Voilà, donc c'est pile poil ce qu'on devait déterminer. Alors, maintenant, donc, question 11, on doit déterminer la valeur de TR. Ok, donc la valeur pour laquelle notre balle va retomber au sol. Donc, on cherche TR. On met ce que nous avons. Donc, on a grand H égale 8,15, 10 puissance moins 1 mètre. Donc, ça, c'était d'après les questions précédentes, d'après 6. On a G toujours égal à la même valeur, 9,81 mètres par seconde au carré. Or, on a dit que TR, c'est racine carrée de 8H sur G. Donc, TR égale racine carrée de 8 fois la valeur de H. Donc, 8,15, 10 puissance moins 1 mètre divisé par G. Donc, 9,81 mètres par seconde. Ça fait donc TR égale, donc là, vous trouvez 8,15, 10 puissance moins 1 seconde. Donc ça, si vous regardez bien, c'est une valeur qui est encore une fois proche
de salut sur le graphique. Parce que sur le graphique, on lit à peu près 0,80 avant que l'altitude retombe à 0. Donc du coup, c'est à peu près, enfin, on lit 8,1, enfin on lit 0,8 plutôt secondes avant que on repasse sous les 0. Donc c'est à peu près proche, mine de rien, ces deux valeurs. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter et bon, à toi en mathématiques et en sciences.